Bon et bah voilà, hein, il suffisait d'un torrent sur Monaco pour avoir une course un petit peu plus animée que la normale. C'est top, ça va jouer en faveur de la reconduction du contrat du Grand Prix de Monaco. Même si on va se l'avouer, sans la pluie, on n'aurait clairement pas eu le même spectacle à mon avis. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Monaco 2022 de Formule 1. C'est parti. On commence tout de suite par la première réaction et c'est plus, on va dire, un état des lieux des décisions de la direction de course ce dimanche. Alors c'était donc Eduardo Freitas qui a officié en championnat du monde d'endurance pendant de longues années, qui était aux commandes de la course. Premièrement, le fait de retarder le départ de la course, j'avoue qu'au tout début j'étais absolument furax, j'étais furieux. On dépense des millions d'euros, on a des pneus intermédiaires, on a des pneus pluie et on se dit « Oh bah non, on va attendre un petit peu, tu comprends, il y a une petite averse, etc. » Bah non, frérot, il y a une heure, let's go, les pilotes ils sont grands, ils vont se démerder, quoi. Enfin, je veux dire, c'est leur métier. Bon alors après, je reconnais qu'on a eu droit à la noyade, littéralement, donc oui, au final, c'était plutôt un bon call. En fait, le gros problème, je trouve, c'est qu'il y a un manque d'informations sur la météo, ou au moins sur la réflexion de la direction de course. Alors, on avait ça l'année dernière, ça s'est finalement retourné contre le directeur de course à la fin. Mais à part donner des mini-indications sur quand on part, etc., bah en fait, moi je pense que, j'aimerais bien avoir un gars qui est chargé de communiquer sur l'état des lieux de la situation, plutôt que d'avoir des vieux bandeaux en haut de l'écran, quoi, qui disent « Ah bah oui, on reprendra à telle heure, quoi ». Le départ lancé. Alors, le départ lancé, c'était vraiment dommage, on va être tout à fait honnête, mais il paraît qu'en fait la flotte qui s'est abattue a peut-être fait foirer le système des feux pour un départ arrêté, donc ils ont préféré pas prendre trop de risques. Et puis pareil, après le crash de Schumacher, bah il y avait une partie de la piste qui était mouillée et pas l'autre, donc du coup, bah c'était pas super fair play de faire un départ arrêté à ce moment-là aussi. Donc bon bah ok, que des départs lancés, c'est un petit peu dommage. On aurait bien voulu avoir des départs arrêtés, mais bon, voilà. Bon alors, au final, on a évité quand même un probable carton avec des millions et des millions d'euros à jeter à la poubelle, d'où aussi le problème du cost cap, vu que la casse est comprise dedans. Bah éclater des voitures, ça commence à coûter cher, mais dans ce genre de situation, bah, on se retrouve, je trouve, avec un petit peu trop de prudence. Et on est en F1, rouler à 280 dans les rues, c'est par nature dangereux, limite un petit peu idiot, on va pas se le cacher, et encore plus quand c'est le déluge. Mais bon, on est venu voir des pilotes exceptionnels affronter aussi ces challenges quelque part, et c'est pour ça qu'on est passionné. Alors au final, c'est toujours complexe de juger à quel point ça devient vraiment dangereux et à quel point on est prêt à accepter de rouler. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Autre gros problème, les drapeaux bleus. Alors à Monaco, quoi qu'il arrive, doubler des retardataires, ça fait perdre du temps, c'est jamais facile, c'est étriqué, et avec ces voitures, on peut vite faire un carton si jamais on prend pas ses précautions. On l'a vu avec Stroll et Latifi à Melbourne. Mention très bien d'ailleurs aux Williams et à Albon et Latifi, qui visiblement n'avaient absolument aucune envie de voir les drapeaux bleus qui leur étaient agités. Alors Albon a bloqué Leclerc sur quasiment tout un tour, et pour Latifi sur Sainz qui, selon l'Espagnol, lui coûte la victoire. Ils sortent côte à côte dans la remontée. Je pense que Latifi s'attendait pas peut-être à ce que la Ferrari soit aussi performante sur des pneus qui devaient chauffer, mais bon, t'agites un drapeau bleu, donc bah vas-y, écarte-toi. Alors ceci dit, encore une fois, comme pour l'un et pour l'autre, les rétroviseurs, on voit pas grand-chose dedans. C'est toujours complexe de voir où est-ce qu'on peut laisser passer l'autre sans perdre trop de temps. Donc bon, voilà, c'est pas non plus facile. Dernier point, la safety car sur Schumacher, puis le drapeau rouge. Alors d'ordinaire, vu l'incident et son endroit, Michael Masi aurait pas tergiversé, on aurait mis un drapeau rouge directement plutôt que un ou deux tours sous safety car. Bon, il y a encore un petit peu de marge d'amélioration, je pense, pour les directeurs de course en ce qui concerne les nouvelles procédures pour la F1, etc. Donc bon, voilà. Mais normalement, honnêtement, en termes de directeur de course, pour l'instant, ça va. Et dans l'ensemble, ça a été plutôt prudent. Deuxième réaction, oui, on peut dépasser à Monaco, mais la vraie question c'est à quel prix? Alors pour réaliser l'exploit de Pierre Gasly, et je le diminue en rien, bien au contraire, ça a été un festival absolu que j'ai applaudi à chaque dépassement parce que fallait faire ce qu'il a fait quand même. Faut quand même une différence de performance de l'ordre de 3-4 secondes au tour pour que la voiture derrière puisse s'ouvrir une porte et passer un adversaire. Là c'était pneu intermédiaire chaud sur une trajectoire qui était un petit peu séchante, contre pneu pluie usé avec peu d'adhérence. Alors c'est sans compter que Gasly a été quand même très rapide tout le week-end, donc l'AlphaTauri marchait très bien et bien mieux que, je sais pas moi, Daniel Ricciardo qui était en total PLS et qui l'est toujours d'ailleurs depuis quelques semaines avec sa McLaren.
à l'inverse d'un Lando Norris qui est excellent malgré les problèmes de santé qu'il a. Bref, Gasly perd malheureusement du temps sur son arrêt au stand, sur ses 2 arrêts au stand. Il doit laisser filer peut-être un petit peu moins de 9-8 secondes, quelque chose comme ça, je crois. Ce qui doit peut-être lui coûter une place dans les points, je dirais, en partant du fond de la grille. Donc, quand même, à Monaco, faire ça, c'est beau. En vrai, il aurait dû scorer probablement beaucoup plus de points que ça sur cette course s'il s'était pas fait avoir en qualif. C'est dommage, hein, parce que finalement, l'AlphaTauri, on sent qu'elle n'a pas autant de potentiel que ça, que les années précédentes, etc. Donc, faut pas louper finalement les opportunités que quand on a un Yuki Tsunoda ou un Pierre Gasly qui arrivent à faire performer la voiture justement. Donc là, c'est vraiment un petit peu dommage. Gasly a encore démontré une nouvelle fois qu'il savait très bien piloter, qu'il était rapide, qu'il savait garder la tête froide malgré les quelques courses qu'il a eues avant, parsemées de malchance et de difficultés. Donc ça fait quand même assez plaisir. Et puis Daniel Ricciardo, c'est peut-être lui qui va être, on va dire, la clé de voûte qui va déclencher les transferts. Donc va falloir être aux aguets pour mettre Pierre Gasly dans une voiture qu'il mérite, tout simplement. Troisième réaction, alors va falloir m'expliquer les 5 secondes de pénalité infligées à Esteban Ocon et ça se voit peut-être pas là maintenant, mais je suis absolument furieux. Alors premièrement, on ne sait même pas pour quel moment on a mis la pénalité à Esteban Ocon puisqu'il y a eu 2 contacts avec Lewis Hamilton. Si on prend le premier, en fait c'est au moment de tourner dans Sainte-Dévote, aileron avant contre roue arrière. Hamilton n'est au moment de tourner absolument pas en mesure de faire abdiquer Ocon dans sa trajectoire. La preuve, il est encore largement derrière et pas à sa hauteur. En revanche, oui, dans la phase de freinage, Lewis Hamilton arrive à mieux freiner et à positionner sa roue avant au niveau du ponton de l'Alpine. C'est tout juste assez, mais en fait, il n'arrive pas à garder cette hauteur. Du coup, il repasse un petit peu derrière. Et Hamilton, en fait, finalement, il y va sans vouloir y aller totalement. Et j'ai envie de vous dire heureusement, parce que sinon, probablement qu'il aurait emmené les 2 voitures dans le mur en face, vu l'adhérence qui était ultra précaire. Donc bon, plutôt bon call de la part de Lewis Hamilton. Ok, pas de souci, gros combat, au final, petite touchette. Mais bon, oui, Lewis, mon grand, t'es pas en mesure de passer, c'est la course, c'est comme ça. Très bien, beau combat en vrai, c'est cool. Deuxième moment un petit peu chaud, ça part d'une très belle construction pour le coup d'attaque de Lewis Hamilton. Alors le Britannique, en fait, il va se positionner complètement à l'extérieur pour mettre en confiance quelque part Esteban Ocon qui va bloquer un petit peu milieu de piste, mais qui va ouvrir légèrement son espace à droite et boum, Hamilton, il plonge à l'intérieur. Ocon garde sa trajectoire même si on est en léger virage avant Sainte-Dévote. Mais il n'y a pas de place pour Lewis Hamilton pour passer avec ces voitures qui font 2 mètres de large, donc c'est très compliqué. Contact une deuxième fois, aileron avant contre roue arrière, mais là cette fois-ci, il y a un petit peu plus de dégâts, mais encore une fois, Hamilton n'est pas à hauteur, donc il n'est pas en mesure de faire abdiquer la trajectoire à Esteban Ocon. Alors aucune idée si c'est sur le premier incident ou le deuxième qu'on fait tomber la pénalité, ou les deux d'ailleurs. En revanche, et je lis, il y avait une partie significative de la voiture 44 aux côtés de la voiture 31 et du coup en appliquant les 2022 Driving Standard Guidelines, la voiture 44 avait le droit d'avoir un espace au virage 1. Bon alors maintenant, avoir une partie significative de sa voiture, c'est mettre un bout d'aileron avant sur la roue arrière de son concurrent. Alors va falloir revoir la définition de significatif. Et d'où sort ce 2022 Driving Standard Guidelines? Première nouvelle, on sort du chapeau comme ça, hop, vas-y, un petit guide 2022, c'est tout chaud, c'est tout beau, vas-y, fais-toi plaisir, tranquille. Ou alors peut-être que j'ai loupé un truc, je sais pas, hein, mais dites-le moi, et où je peux trouver ce 2022 Driving Standard Guidelines, parce que ça m'intéresse grandement de savoir ce qui se passe là-dedans. Alors du coup, la justification de Ocon et de ce que lui ont dit les stewards est aussi absolument ahurissante pour le coup. Je cite là aussi au micro de Laurent Dupin sur Canal+, s'il y a une voiture à l'intérieur et que ça touchait, c'était celui qui se faisait attaquer qui prenait la pénalité. Mais les commissaires sportifs ne sont pas encore satisfaits de cette règle. Ça choque personne. What the fuck, c'est quoi cette règle? Ça choque absolument personne. Donc moi je vais me pointer à l'intérieur, roue avant contre roue arrière, grand max, hein, mini contact, boum, le gars devant, il prend la pénalité et moi je suis tranquille, pépère. Bravo les clowns, hein. Je vois pas comment on peut justifier cette pénalité de mon point de vue, hein. C'est un simple incident de course où l'attaquant arrive pas tout simplement à se mettre à hauteur pour dépasser. On pénalise le défenseur qui pourtant fait absolument tout bien, freine parfaitement, voilà, sur la trajectoire, pas de mouvement brusque, pas de changement de direction, etc. Donc voilà,
là va falloir qu'on m'explique. Et qui plus est, en plus, on est à Monaco, hein, avec une piste dont les côtés sont trempés et où la trajectoire est séchante. Enfin, je veux dire, oui, c'est difficile de dépasser, mais là, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, en fait, c'est surtout ce que ça en dit en général sur la manière de faire la course qui me dérange dans cette histoire. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que, enfin, je ne comprends absolument pas. Quatrième réaction, on va parler un peu rapidement du carton du jeune Schumacher. Alors ça fait quand même la deuxième fois qu'il a éclaté sa voiture dans un rail ou dans un mur. Ça coûte cher à l'équipe pour le coup, surtout que malgré l'absence d'amélioration pour le moment sur la Haas, et la voiture, elle performe quand même pas mal et devrait marquer un certain nombre de points. Donc là aussi, ça commence à faire beaucoup d'occasions manquées, surtout pour Magnussen et Schumacher. Alors, erreur de pilote, hein, pas grand chose à dire, il s'est fait sanctionner par la piste, ni plus ni moins. Un petit bout de pneu slick sur une partie légèrement humide, voire vraiment gras, on va dire. Surtout sur le pneu arrière qui est en appui, où il y a toute la charge dessus, bah oui, ça met la voiture immédiatement à l'équerre et derrière, il peut absolument rien faire. C'est dommage. Alors, pour ce qui est de la voiture, je vous le répète depuis au moins 2 ans, je pense, si c'est pas un petit peu plus, une voiture qui, sur un impact, qui soit violent ou non d'ailleurs, se coupe en deux, ou en plusieurs morceaux d'ailleurs, c'est une très bonne chose. En fait, sur un impact, la voiture qui se déplace a une certaine quantité d'énergie cinétique. Plus tu vas vite par rapport à un référentiel qu'on te donne, plus l'énergie est grande. Ici, là, c'est la voiture à, je sais pas moi, 200 km/h par exemple, contre un rail qui est immobile à 0 km/h. Sur l'impact avec le rail, cette énergie cinétique de la voiture va donc devoir se disperser d'une manière ou d'une autre. Et elle va parcourir tout ce qu'elle trouve, à savoir les éléments de la voiture et de la structure du rail, des Tech Pro, etc. Jusqu'à ce que y ait plus d'énergie cinétique ou qu'elle se soit complètement dissipée à travers tous ces éléments. Du coup, le but, c'est de faire en sorte que le pilote qui est dans la voiture absorbe le moins possible toute cette quantité d'énergie par son corps, parce que ça fait mal, tout simplement. Comme quand on saute finalement sur un lit, on veut pouvoir dissiper au maximum l'énergie au moment de l'impact, que ce soit entre guillemets plus doux si tu préfères. D'où le fait qu'on met des Tech Pro, des pneus, des rails, etc. sur les bords des pistes qui peuvent absorber énormément d'énergie si jamais il y a une voiture qui se crache dedans. Et le fait que la voiture s'éclate en morceaux, c'est pareil. Cette énergie se dissipe de son côté, donc dans les 2 roues et le train arrière qui s'est détaché, on va dire, au lieu de se transmettre directement au pilote. Alors, je vais pas plus loin, c'est un petit peu plus complexe que ça évidemment, c'est de la physique, mais c'est pour vous faire un petit peu comprendre la généralité de la chose. Je suis certain qu'on a des gens qui sont très forts en physique, qui vont apporter une explication bien plus exacte que mes 4-5 lignes de texte dans ce Fast 5, donc merci d'avance à ceux qui vont préciser tout ça, évidemment. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, une voiture coupée en deux de l'extérieur, c'est pas joli, et généralement on se dit « merde, l'impact a été ultra violent », parce que les voitures sont quand même assez robustes, alors qu'en vérité, la FIA demande de faire en sorte que, justement, les voitures puissent facilement disperser l'énergie cinétique lors d'un impact, et ça fait justement suite au crash de Romain Grosjean à Bahreïn il y a à peu près 2 ans. Alors de l'intérieur, le choc n'est pas petit, évidemment, mais il est bien moins violent que ce que laisse à penser le résultat de l'impact, et il va falloir qu'on apprenne justement à comprendre que de l'extérieur, un impact paraît souvent plus violent qu'il ne l'est réellement. Typiquement, le crash de Mick Schumacher à Jeddah, de l'extérieur, l'impact est quand même ultra violent puisqu'il prend un pic à 33 G, c'est pas rien. Mais de l'intérieur, en fait, cette impression de violence est beaucoup moindre, on va dire. Le problème, c'est que visuellement, on va de plus en plus avoir du mal à différencier, je trouve, un énorme impact d'un plus petit, car le résultat en termes de débris peut être à peu près le même. Donc au final, on risque de peut-être avoir un petit peu plus peur plus souvent pour pas grand-chose que l'inverse. Alors je vais être honnête avec vous, je préfère avoir une Haas coupée en deux dont l'énergie cinétique s'est dispersée parfaitement, plutôt qu'une voiture en un seul morceau avec un pilote qui est absolument inconscient à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour remettre l'église au milieu du village en ce qui concerne le crash de Schumacher et le fait que il y a un train arrière qui se soit détaché. 5e et dernière réaction, oui, on va en parler. Du coup, je commence par qui? Bon, les buveurs de canettes, voilà. On va commencer par les clowns en rouge. Alors, quand tu verrouilles la première ligne à Monaco, honnêtement, tu as au moins l'une des 2 voitures qui doit gagner. Hein. Je veux dire, voilà, faut faire le boulot, quoi. Monaco, je vous l'ai dit, le principal, ça se joue en qualification. Je dirais qu'on est sur un
80-90% du boulot qui est fait en qualification et 10-20% qui est fait en stratégie pour mener à bien la course. Alors en partant du principe évidemment que ton pilote va pas faire d'erreur. Là avec l'appui, effectivement la part de stratégie et d'erreur en course est peut-être un petit peu plus importante, donc faut faire attention. Deux choix sur une piste humide qui est en train de sécher, et ça vaut pour n'importe quel circuit dans le monde. Soit tu t'arrêtes tôt pour prendre des intermédiaires et tu devras t'arrêter une nouvelle fois pour passer des pneus slick, donc des pneus secs, soit tu passes des pneus pluie aux pneus slick directement. Donc pour le coup, c'est pas très compliqué, t'as pas 15 milliards de choix à ta disposition. Gasly et Vettel avaient déjà passé les pneus intermédiaires depuis un petit peu moins de 10 tours il me semble, et vu comment Gasly mettait à l'amende tous ceux qui étaient en pneus pluie, il y avait encore beaucoup de raisons de passer sur ces pneus intermédiaires avant de mettre des pneus slick, surtout que hors trajectoire c'était trempé, donc forcément valait mieux mettre des intermédiaires. Alors cette option des pneus intermédiaires, elle n'est pas du tout déconnante, mais il faut pouvoir en tirer parti au maximum de ces pneus intermédiaires. Donc du coup, faut rouler absolument sans trafic pour avoir toute la performance. Du coup, rien à perdre pour Perez qui est derrière Leclerc et Sainz, et pour dépasser, de toute manière, c'est quasiment impossible sur la piste, vu que les deux voitures, les Red Bull et les Ferrari sont à peu près pareils en termes de performance. On tente de dépasser par la stratégie au stand. Très bien, nickel. Comme sur une stratégie classique, Ferrari a deux choix pour répondre. Soit on couvre directement ce que fait Perez, soit on tire un petit peu plus loin pour passer directement au pneu slick, ce que voulait faire Carlos Sainz. Alors si on couvre Sergio Perez et qu'on n'a pas de performance sur les intermédiaires, on peut perdre effectivement la victoire. Si en revanche ça fonctionne, on contre Perez et Red Bull sur cette première séquence stratégique. Vu la différence de performance qu'on a observée avec Gasly et Vettel entre les pneus pluie et les pneus intermédiaires, soit tu le couvres absolument immédiatement en perdant le moins de temps possible, soit tu bascules sur le deuxième choix en espérant que ça va être le bon. Petit problème, si on met directement les slicks, on va mettre des hards obligatoirement pour essayer d'aller au bout de la course évidemment et ne plus s'arrêter. Et en plus de cela, il faut les faire chauffer avec ces conditions qui sont un petit peu plus fraîches. Donc il y a aussi ce facteur en sortie des stands qu'il va falloir prendre en compte, où il faut faire chauffer le pneu. Donc d'une certaine manière, cette deuxième séquence d'arrêt au stand va définir presque le résultat de la course, sauf événement un peu particulier. Est-ce que les intermédiaires fonctionnent suffisamment bien pour faire un deuxième arrêt et mettre des slicks directement par rapport à rester en piste avec des pneus pluie usés et faire un seul arrêt? Alors c'est pas évident, mais faut surtout pas se gourer sur le tour où on va devoir s'arrêter au stand vu les différences de rythme entre les pneus intermédiaires et les pneus pluie. Red Bull dégaine donc en premier, ce qui généralement peut être un petit peu complexe puisque on saute un petit peu dans l'inconnu, mais en même temps ils font en sorte de maximiser leur arrêt et leur stratégie pour ressortir tout simplement sans trafic. Ce qui à Monaco est bien plus handicapant que sur n'importe quel autre circuit. Ferrari couvre trop tard Perez avec Leclerc malgré la petite avance qu'il avait, et surtout il ne se fait pas aider par Albon qui le bloque pendant tout un tour entier. Aucune pénalité, rien, les stewards dormaient visiblement à ce moment-là. Très bien, pourquoi pas. Donc mauvais choix et surtout mauvaise exécution, la sauce pour le monégasque. Sainz du coup va au bout de son idée, malgré tout, parce que il a fallu un petit peu forcer les ingénieurs Ferrari à réfléchir, pour mettre les slicks directement, et se fait pas aider par Latifi qui le bloque un demi-tour en sortie des stands. Alors je sais pas s'il perd la victoire là-dessus, mais oui, sans Latifi, il y avait clairement match et ça ne fait aucun doute avec Sergio Perez. Leclerc, lui, il perd la victoire sur le premier arrêt au stand, il perd le podium à cause d'Albon et son deuxième arrêt où on s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis chez Ferrari, sachant que chez Red Bull, l'arrêt de Verstappen, il n'est pas fameux non plus. Donc effectivement, il y avait quelque chose à faire pour Ferrari. La course de Perez, elle est magistrale. Red Bull a fait absolument les bons calls selon leurs propres intérêts, là où Ferrari a hésité et surtout a oublié qu'à Monaco, sortir des stands sans personne devant est presque plus important que le choix des pneumatiques, on va dire, en particulier dans ces conditions où la différence de rythme était colossale. Alors Verstappen a pris les points qu'il devait prendre, je crois sincèrement que c'est la première fois qu'on le voit être aussi heureux, j'ai l'impression de prendre 3 points à Leclerc, de finir 3e, de pas gagner une course ou de pas prendre plus de points. Un peu une sorte de sagesse, j'ai l'impression qu'on acquiert avec l'expérience et surtout le fait de s'être déjà battu pour le championnat du monde de Formule 1, d'aller chercher les points qu'il faut aller chercher, etc. Vaut mieux marquer que de finir dans le mur ou de faire une erreur. Leclerc, pour le coup, a absolument tout bien fait, rien à se reprocher. Sainz a poussé pour la stratégie de passer au slick directement. C'était pas facile parce qu'il fallait justement pousser un peu les ingés Ferrari à faire le call. Et c'était probablement le meilleur call à faire étant donné que Red Bull avait choisi l'autre option. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu finalement Ferrari être aussi mauvaise en stratégie.
Alors pour terminer, vite fait, on reprochait plutôt à raison, je trouve, le fait que les Red Bull avaient mordu la ligne des stands en sortie de Sainte-Dévote. Oui, ils ont mordu, c'est très clair et net. Je pensais que la règle, c'était de ne pas toucher à cette ligne de démarcation. Mais selon les stewards, tant qu'il n'y a pas une roue qui a entièrement, on va dire, coupé la ligne, c'est bon. Là, ils étaient dessus. Je trouve que c'était vraiment un petit peu limite. Mais bon, ok, c'est comme ça. C'est écrit comme ça dans le règlement. Donc, ça me va. Je pensais vraiment qu'il fallait pas du tout y toucher à cette ligne. Et finalement, on a le droit de mettre une partie de la roue dessus. Bonus hyper rapide, petit moment émotionnel sur la victoire de Marcus Ericsson à l'Indy 500, totalement mérité, très très belle victoire, très belle course d'ailleurs. Dommage pour Romain Grosjean qui s'est fait avoir par le vent dans le virage 2, virage 2 qui a fait plus d'une victime là-dessus. Et petit big up à Théo Pourchaire pour son podium, même si on voulait voir un petit peu plus à Monaco. Drugovic contre Pourchaire, ça va se la donner en F2 et ça c'est bien cool. Big up aussi à Simon Pagenaud qui finit dans le top 10 de l'Indy 500 et ça c'est beau. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix d'Azerbaïdjan. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.